beaucoup et en tenant le temps très consté qui vous était laissé d'avoir donné cette première et très large vision. Donc nous allons donner la parole au professeur Lafontaine qui vient du Canada, de l'Université de Montréal, qui va nous donner la vision qu'elle a, d'où elle vient, si je peux parler comme on parlait dans les années 70. Donc d'une façon moderne. Bon après-midi tout le monde. Avant de débuter, je tiens à remercier le professeur, j'ai l'habitude de dire là, mais le professeur Marianne Frison et Madame Marie-Jo Bonnet pour cette invitation. Ma communication va vraiment, je vais essayer de tenter de replacer la question de la gestation pour autrui dans le contexte économique plus global de la bioéconomie, parce que finalement, le corps féminin, sa mise en marché, aujourd'hui, il est vraiment plus large. C'est un des éléments de cette mise en marché. À mon sens, c'est même pas le plus... c'est le plus frappant, c'est celui qui vient nous toucher le plus près dans ses dimensions éthiques et morales, mais c'est pas le plus important au niveau de la logique de bioéconomie et de l'appropriation du corps féminin. Je vais y revenir. Donc, c'est de cette perspective-là que je vais essayer de mettre en place pour essayer de comprendre dans quel contexte ça se met en place. Avant de commencer ou d'aller plus loin, je tiens à préciser que la perspective qui est ici, c'est une perspective matérialiste féministe et sur la question du lien entre l'économie et le corps des femmes, c'est aussi loin que les fondements de l'anthropologie. Déjà, Lévi-Strauss le rappelle dans les formes élémentaires de la parenté, le lien symbolique qui existe entre les règles d'exogamie et la mise à disposition du corps des femmes. Toute culture humaine repose évidemment sur une économie des corps, et dans cette économie des corps, le corps féminin dans sa dimension reproductive est évidemment au centre de cette économie. Je rappelle ici les travaux nombreux des féministes matérialistes qui ont montré comment, par exemple, l'économie capitaliste est impensable sans la contribution des femmes dans la force productive sur la forme de la dimension reproductive du travail, et qui a été complètement occultée justement en renvoyant les femmes dans cet univers du don de soi, sans tenir compte de leur rapport concret à l'économie réelle. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de la bioéconomie, c'est-à-dire la bioéconomie, c'est un terme qui, j'ai pas le temps de vous expliquer ça, mais la bioéconomie, le terme d'origine, c'est vraiment un terme lié à l'économie durable, au développement durable et même à la décroissance. Ce terme, justement, dans le contexte de la décroissance, est devenu, à partir de 2009, là c'est hier, c'est 2009, l'Organisation de la coopération et du développement économique, l'OCDE, publie un rapport qui s'appelle la bioéconomie Horizon 2030 et qui fait justement de ce nouveau modèle de l'économie dont la particularité, c'est de chercher justement une nouvelle forme de productivité. Une fois qu'on se questionne sur l'épuisement de l'énergie fossile, sur l'épuisement des ressources, sur la question du développement. Et donc, on cherche et on trouve dans les processus vitaux en tant que tels la forme d'une nouvelle productivité qui va pouvoir alimenter, évidemment, le développement, poursuivre le développement industriel. Et donc, cette bioéconomie, elle inclut l'ensemble de la biodiversité. Évidemment, ce qui m'intéresse, moi, c'est la question de la bioéconomie du corps humain, mais il faut bien comprendre que c'est tout le vivant dans son ensemble, sur la forme du brevetage, sur la forme qui est en jeu. Et donc, cette mise en valeur de la vie elle-même, les anglo-saxons parlent de life itself, va être au cœur de cette bioéconomie. Et évidemment, les gènes, les cellules souches, les embryons, les ovules font partie de cette bioéconomie parce que la force productive, donc notamment tout ce qui est du corps féminin, donc la force reproductive, je vais venir tout à l'heure, vient aussi une force régénérative dans cette économie ou dans cette recherche qui se développe sur la médecine régénérative. Donc, la perspective qui est ici aussi, j'ai été très influencée par la bioéthicienne Donna Dickinson, qui montre que dans la bioéconomie contemporaine, on assiste à une féminisation de tous les corps. C'est-à-dire que finalement, le point de vue féministe ou le point de vue de l'histoire des femmes dans cette économie des corps, il devient universel puisque la logique d'appropriation, à travers notamment les biobanques et les banques génétiques,
devienne le fait de tous les corps, parce que tout le monde, hommes ou femmes, peuvent faire l'enjeu d'une appropriation économique. Et donc, c'est pour ça que le point de vue, finalement, du corps des femmes est assez important, même pour comprendre les enjeux plus globaux de la bioéconomie que je ne pourrais pas aborder ici. Donc, l'origine, il faut quand même que je vous dise que les origines, la bioéconomie, c'est 2009. On commence à l'annoncer. 2012, le gouvernement américain, la France et l'Europe ont pris aussi des engagements, des définitions de programmes sur cette bioéconomie, évidemment, dans une perspective de développement durable. Ça inclut, évidemment, toute l'industrie biomédicale, la question de la santé et, évidemment, l'industrie de la procréation assistée. Historiquement, les vrais débuts de la bioéconomie, ils ont lieu à la fin des années 70, au début des années 80, face à 3 grands événements historiques. L'abandon de l'étalon or, l'entrée dans l'économie informationnelle où il n'y a plus d'équivalent matériel. Évidemment, la crise du pétrole et le Club de Rome qui annonce la fin prochaine de l'énergie fossile. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Le gouvernement américain, les instances américaines vont investir de façon massive dans les biotechnologies, dans les technologies d'information, mais dans les biotechnologies, notamment dans l'agriculture industrielle. Et donc, au courant des années 70, 80, 1978, on n'est plus aux États-Unis, on est en Grande-Bretagne, Louise Brown, premier enfant né de la fécondation in vitro, qui va être évidemment présenté comme un miracle de la science. Ce que je veux montrer ici, dans la logique pure de la bioéconomie, c'est que, et ça a été extrêmement travaillé, par exemple, par une sociologue américaine qui s'appelle Adele Clark, qui a bien montré les logiques de productivité liées à l'agriculture industrielle, notamment sur les bovins, qui ont été directement transposées sur le corps des femmes, avec cette volonté, justement, de combattre l'infertilité, mais surtout d'accroître la productivité du corps féminin. Parce que un des éléments centraux de la fécondation in vitro, mais surtout de la fécondation in vitro, c'est, en tout cas, celui qui a le plus d'impact économique, qui a eu le plus d'impact sur le développement de la culture contemporaine et des technosciences, c'est le phénomène de la superovulation, qui est directement, évidemment, importé de l'agriculture, c'est-à-dire la prise d'hormones qui va emmener une femme qui produit normalement 1 ou 2 ovules par mois, en produire 10, 15, 20, on a vu. Donc, et cette logique de transformation du corps en production d'ovules va marquer l'entrée vraiment dans la bioéconomie du corps humain. Cette bioéconomie du corps humain, elle va produire ce qu'on a appelé dans la littérature les embryons surnuméraires. Ces embryons surnuméraires vont d'un côté, je vais le montrer tout de suite, nourrir évidemment l'industrie de la procréation assistée, mais vont aussi nourrir toute la recherche biomédicale, notamment sur la question de la médecine régénératrice et les cellules souches. Donc, du côté de la procréation assistée, très rapidement, durant les années 80, va se mettre en place aux États-Unis ce qu'on appelle le modèle américain de la procréation assistée, où des banques de sperme d'abord, puis ensuite, un peu plus tardivement, les banques d'ovules, vont se mettre en place vraiment un découpage du travail reproductif. Et ce modèle qui va devenir assez coûteux, c'est-à-dire que pour avoir accès justement aux ovules des jeunes américaines qui demandent des prix élevés, va avec aussi une démocratisation de la pratique. Toutes les sociologues anglo-saxons montrent que c'est devenu une norme, la fécondation in vitro, même pour la fécondation naturelle. C'est devenu la norme à partir duquel on pense la reproduction. Donc, ce que Catherine Walby et Melinda Cooper ont démontré dans leur dernier bouquin qui s'appelle Clinical Labor, c'est justement qu'on voit apparaître au tournant des années 90, les années 2000, un phénomène de sous-traitance du travail reproductif. Et ce phénomène de sous-traitance du travail reproductif fait en sorte qu'on va aller chercher des ovules à l'étranger, et notamment avec le phénomène des mères porteuses dans d'autres pays. Et là, se met en place toute une géopolitique qu'on connaît quand même pour l'Europe, l'Espagne, où on va avoir par exemple les ovules qui ont quand même une valeur importante du fait des femmes ukrainiennes et de leurs caractéristiques raciales, et pour le marché de
Il y a Chypre aussi, il y a l'Inde pour le marché des femmes indiennes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est toute la géopolitique de l'industrie, de la bioéconomie liée à la médecine de procréation. Évidemment, si on veut regarder sur les sites indiens, la question de la sous-traitance, c'est exactement le même modèle industriel qui était dans les années 70 d'exportation du travail manufacturier vers l'Inde ou vers la Chine. C'est ça qui s'est passé et c'est ça qui se passe. Donc, c'est exactement les mêmes logiques économiques qui sont à l'œuvre. Donc, sur cette question de la fécondation in vitro, évidemment, à mon sens, la gestation pour autrui s'inscrit dans un continuum, puisqu'on a, dès l'origine, on était dans une logique industrielle et une logique de productivité du corps qui nous mène, évidemment, à la question des mères porteuses. À mon sens, et je suis assez étonnée de ne pas voir apparaître dans le débat beaucoup de références à l'utérus artificiel, puisque le bouquin d'Henri Atlan là-dessus montre très bien la question de l'utérus artificiel a au moins le mérite de montrer de quoi il s'agit, d'une déconstruction de la reproduction humaine en une série d'étapes. Donc, la dernière, c'est celle qui reste entre la procréation et le fait qu'on puisse maintenant conserver des enfants à partir de 24 semaines hors du corps. Et donc, la gestation pour autrui doit être vue à la lumière de cet utérus artificiel parce que finalement, les femmes accomplissent une fonction qu'on n'est pas encore capable de techniciser. Donc, dans cette géopolitique de la procréation-assistée, surtout la question des embryons surnuméraires, est né tout un autre marché et encore plus important du corps féminin à partir de la découverte en 1998 des fameuses cellules souches embryonnaires par Jeanie Thomson. Ces cellules souches embryonnaires vont faire en sorte que les ovules, les ovocytes, vont avoir une double valeur maintenant économique, une valeur reproductive et une valeur régénérative. Et donc, de cette double valeur, évidemment, le corps féminin est de plus en plus sollicité dans la bioéconomie mondiale. L'État de New York, quelque chose d'assez surprenant. L'État de New York, en 2009, a autorisé pour la première fois la mise en place de dons, si je mets des dons aux États-Unis, de récolter des ovules uniquement pour la recherche. Donc là, maintenant, on n'a plus besoin de l'alibi de la procréation assistée, mais on peut directement, pour le bien de la recherche, aller chercher des ovocytes. Évidemment, dans cette course, dans cette course, lancée par la découverte des valeurs presque immortelles des cellules souches, les chercheurs se sont mis à trouver d'autres gisements. Évidemment, en dehors de ces fameuses cellules souches embryonnaires qui demeurent du fait de la rareté des ovocytes, du fait de la difficulté à les récolter et aussi de toute la complexité géopolitique, on va chercher ailleurs des cellules souches. Et donc, on va chercher des cellules souches dans le sang placentaire, dans le sang de cordon. Et la question du sang de cordon a été intéressante parce que c'est à peu près le seul tissu dans toute cette bioéconomie spéculative qui a une vraie valeur thérapeutique, notamment dans le cas de la leucémie. Et on a vu apparaître au Canada une banque de sang de cordon public pour 10 banques privées. Et là, on voit apparaître une nouvelle bioéconomie du corps qui vise à capitaliser chez les individus eux-mêmes sur leur propre potentiel régénératif à partir du corps des femmes. Et donc, évidemment, ces banques proposent de congeler le sang de cordon comme une bioassurance et c'est présenté comme une bioassurance et seules, évidemment, les familles moyennes, les familles fortunées peuvent adhérer à cette bioassurance. C'est un peu le modèle que j'ai appelé dans mon livre Le corps marché, le modèle L'Oréal de l'autorégénération parce que je veux bien. Parce que ce que je veux vraiment faire ressortir ici, c'est que la bioéconomie du corps féminin, d'un côté, le corps est une ressource. Le corps féminin devient une ressource, mais de l'autre côté, les femmes sont les principales consommatrices, ou en tout cas le marché vise beaucoup les femmes en leur vendant la promesse d'une éternité ou une assurance maladie pour leur famille avec ces cellules de sang de cordon. Il y a même des banques qui nous vendent, CryoCell, qui vendent qui capitalisent sur le sang menstruel. Donc, il y a toute une bioéconomie du corps féminin qui devient de plus en plus importante et qui fait en sorte que la posture des femmes, évidemment, il faut le comprendre, là, parce que les anges
parce que j'appelle ça les anges, des libertariens qui nous parlent de corps qui ont ni âge, ni sexe, ni nation, qui sont complètement désincarnés. Concrètement, la femme nord-américaine qui donne 1 000 $ pour congeler son sang menstruel, c'est pas la même femme que la mère porteuse, hein. C'est pas la même logique. Donc, il faut comprendre que dans cette bioéconomie, les femmes, elles sont à la fois d'une certaine façon le moteur et dans le même temps la ressource. Et donc, il faut comprendre qu'à l'intérieur de ce mouvement-là, elles sont les consommatrices et elles sont la ressource. Donc, évidemment, je vais conclure là-dessus pour laisser de la place pour le débat. La gestation pour autrui, elle s'inscrit donc dans une immense économie où de plus en plus le corps est perçu comme un capital individuel. Donc, c'est une privatisation directe de la logique même de la santé où certains de ce capital individuel, certains qui ont plus accès à leurs ressources, donc ils ne peuvent pas avoir d'enfants par eux-mêmes, vont tout à fait de façon légitime. Si on est prêt à investir sur son propre corps comme si c'était du capital, on est tout à fait prêt à investir sur le corps d'autrui, à l'acheter, à le manipuler. C'est la même logique qui est à l'œuvre. Donc, c'est complexe. Nous sommes à la fois les consommateurs et la ressource. Et donc, et là aussi, ce qui est fascinant, c'est que dans ce marché, même aux États-Unis, même en Grande-Bretagne, évidemment, il n'existe aucun don d'ovocytes connu, sauf entre certaines sœurs, sauf en des liens très particuliers. Pourquoi? Il y a toujours une compensation financière. Ne serait-ce que pourquoi, dans une société extrêmement individualiste, extrêmement capitaliste, où on valorise pourquoi les gens donneraient comme ça, feraient subir à leur corps une perte de capital pour le bien d'autrui. Donc, cette logique du don, cette rhétorique du don, tend à naturaliser, puis à naturaliser une certaine conception de la femme, d'un certain mythe de l'éternel féminin, le don de soi. Et d'ailleurs, les mères porteuses qu'on entend, c'est souvent cette valorisation. Et c'est quand même étonnant dans une société aussi individualiste que la nôtre qu'on continue et même qu'on survalorise ce don de soi à travers les mères porteuses. Et là, je pense qu'il y a vraiment un travail de déconstruction à faire. D'ailleurs, tout ce qui est du corps humain, on parle de dons, mais même mais les statistiques le montrent très bien que même dans le cas, par exemple, de dons de reins, les femmes ont tendance à donner plus. Donc, il y a ici quelque chose, un enjeu important. Non pas qu'il faut remettre en question l'altruisme, mais il faut le replacer dans le contexte dans lequel il est valorisé. Donc, justement, je vais conclure en donnant un exemple assez éloquent de la bioéconomie contemporaine. La semaine dernière, il y a peut-être 2 semaines, Google annonçait, une belle politique familiale, qu'il allait désormais payer pour ses employées féminines la congélation des ovocytes. Donc, évidemment, il faut qu'elles produisent. On est dans une logique de productivité. Elles n'ont pas le temps d'avoir des enfants, mais par ailleurs, puis notre politique familiale, c'est de congeler les ovocytes. Bien évidemment, ces ovocytes congelés, éventuellement, puisqu'elles seront probablement trop vieilles pour porter elles-mêmes leurs enfants, la prochaine étape, ça sera de payer avec ces ovocytes la mère porteuse qui pourra, elle, faire ce travail, un travail subalterne, un travail, évidemment, qui est moins important que le travail des entrepreneurs chez Google. Donc, je vais finir en disant justement que la bioéconomie auquel les femmes participent, elles sont à la fois ressources, elles sont à la fois consommatrices, et c'est là-dessus que doit porter notre vision globale et critique. Merci.